Rome le détestait. L'histoire l'a dépeint comme un monstre, un empereur véritablement fou. Mais, et si la vérité choquante concernant l'empereur Caligula ne résidait pas seulement dans ses actions terribles, mais aussi dans les choses horribles qui lui ont été faites? Et si les récits terrifiants de sa folie n'étaient que de cruels mensonges, savamment répandus pour dissimuler un souverain intelligent et une ville dévorée par ses propres sombres ambitions? Car parfois, les monstres ne naissent pas. Ils sont créés. Imaginez être couronné de pouvoir si jeune, pour ensuite réaliser que chaque sourire autour de vous cache un couteau. Et si la folie de l'empereur n'était pas de la folie du tout, mais un esprit brillant s'effondrant sous une trahison insupportable? Derrière chaque acte de cruauté se cachait peut-être un message calculé, une tentative désespérée de révéler la corruption rongeant Rome de l'intérieur. Et si l'homme qu'ils appelaient un fou était le seul à voir l'Empire tel qu'il était vraiment? Nous sommes sur le point de dévoiler le véritable secret, une vérité enfouie sous des centaines d'années de mauvaises rumeurs et de fausses allégations. C'est une histoire qui vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'une des figures les plus haïes de l'histoire, révélant un homme façonné par le traumatisme et la trahison. Préparez-vous à voir Caligula non pas comme un simple fou, mais comme un survivant complexe, une figure bien plus humaine et tragique que ne le dépeignent les légendes, accablé par un passé que personne n'a jamais vraiment compris. Avant de plonger plus profondément dans ce sombre mystère, j'ai une question pour vous, chers spectateurs. Avez-vous déjà eu l'impression que les gens interprétaient mal vos véritables intentions, voyant le mal là où vous vouliez en fait dire autre chose? Faites-nous part de vos réflexions et de vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Peut-être avez-vous vous aussi été confronté à une situation où vos actions ont été injustement jugées, menant à de douloureux malentendus et à un sentiment d'isolement. Et si vous voulez nous aider à continuer de révéler ces vérités historiques cachées, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement dès maintenant et aimer cette vidéo. Votre soutien signifie énormément pour nous et nous aide à découvrir davantage de secrets les plus sombres de l'histoire. Alors visons ensemble les 1000 abonnés pour faire la lumière sur ces histoires oubliées. En rejoignant notre communauté grandissante, vous devenez un élément essentiel de cet important voyage pour trouver la vérité dans l'ombre du passé. Car l'histoire de Caligula ne se limite pas à un pouvoir devenu fou. C'est l'histoire d'un enfant piégé dans un palais de masques, où l'amour était poison et la loyauté, la mort. L'Empire ne craignait pas sa cruauté. Il craignait sa lucidité. Et plus nous avancerons, plus vous réaliserez. Rome n'a pas détruit un tyran. Elle a réduit au silence un témoin. Notre histoire commence dans la Rome antique, un lieu de bâtiments grandioses et imposants, et de rêves encore plus grandioses. Imaginez une ville animée, remplie des bruits des marchands, des bavardages des citoyens et du grondement lointain des chars sur les routes de pierre. Nous sommes en l'an 12 après J.C., et un garçon nommé Gaius est né dans l'une des familles les plus célèbres et puissantes de l'Empire romain, une famille destinée à la fois à la gloire et à la tragédie. Son père était Germanicus, un héros militaire aimé de tout le peuple romain. Germanicus n'était pas seulement un général courageux qui avait remporté de nombreuses batailles. Il était aussi réputé pour sa gentillesse, son équité et son profond respect envers ses soldats. Le peuple l'adorait, le voyant comme un véritable chef, un symbole de la force de Rome et un phare d'espoir pour l'avenir de tout l'Empire. Sa mère était Agrippine l'aînée, une femme forte et populaire à part entière. Elle était connue pour son intelligence acérée, sa loyauté farouche envers sa famille et sa forte volonté. Agrippine n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait, même aux hommes les plus puissants de Rome, défendant l'honneur de sa famille avec courage et conviction.
Elle était également la petite-fille du grand empereur Auguste lui-même, ce qui lui conférait un immense prestige et une grande influence au sein de la puissante famille impériale. Ensemble, Germanicus et Agrippine étaient comme la royauté romaine, admirés et célébrés par tous. Leur famille était l'incarnation de la puissance et de la vertu romaine, semblant intouchable dans sa haute position et son approbation publique. Ils avaient de nombreux enfants, et leur foyer était un centre vibrant de la vie romaine, souvent rempli d'invités importants et de discussions animées, porteurs de la promesse d'un avenir glorieux pour leurs descendants et pour Rome elle-même. Le jeune Gaius, connu dans l'histoire sous le nom de Caligula, était un enfant vraiment spécial, débordant d'une énergie inhabituelle et d'une vive curiosité. Il a passé une grande partie de sa jeunesse parmi les soldats aguerris et robustes des camps de son père, vivant une enfance différente de celle de la plupart des nobles romains. Ces hommes rudes, mais bienveillants, prirent le petit garçon énergique en grande affection. Il suivait courageusement son père lors de difficiles campagnes militaires, observant de près la vie rigoureuse d'un légionnaire. Ils le trouvèrent charmant, plein d'entrain et tout à fait intrépide, même très jeune, affichant une confiance dépassant son âge. Il courait dans le camp, observant leurs entraînements intenses et écoutant leurs histoires de bataille passionnantes autour des feux de camp du soir. Les soldats le traitaient, non seulement comme le fils d'un général, mais comme l'un des leurs, le protégeant et l'instruisant avec une grande affection et fierté. Pour qu'il se sente vraiment inclus et pour le protéger de la rudesse de la vie de camp, ils l'habillèrent d'un minuscule uniforme de soldat. C'était une version parfaite et réduite de ce que portaient les vrais soldats romains. Confectionnée avec grand soin, complète avec une tunique miniature et un petit casque, parfaitement ajusté à sa petite taille. Cet uniforme lui donnait l'air d'un guerrier miniature, une mascotte adorée des légions, le rendant encore plus attachant aux yeux des troupes aguerries. Cet uniforme comprenait même des bottines miniatures, appelées caligae en latin. Il s'agissait des sandales militaires robustes et pratiques portées par chaque légionnaire romain, essentielles pour les longues marches et les terrains difficiles à travers l'Empire. À cause de ces petites bottines, les soldats lui donnèrent un surnom enjoué et affectueux, Caligula, qui signifie « petite botte ». Ce nom, donné avec beaucoup d'amour et de chaleur par les troupes, deviendrait plus tard célèbre, mais pour des raisons très différentes et bien plus sombres, attaché à jamais à un empereur controversé et craint. Cependant, l'immense popularité de sa famille, qui semblait être une bénédiction, représentait également un grand danger dans la scène politique romaine impitoyable. Dans le monde impitoyable de la Rome antique, trop d'amour de la part du peuple et une loyauté inébranlable de l'armée pouvaient être perçus comme une menace directe par ceux qui étaient déjà au pouvoir. Le vieil empereur Tibère, qui régnait sur Rome à cette époque, était un homme très suspicieux et paranoïaque, toujours méfiant envers ses rivaux. Tibère vivait avec une peur constante et rongeante des complots et des rébellions contre lui, voyant des ennemis à chaque coin de son vaste empire. Il voyait des rivaux et des ennemis potentiels partout, tapis dans chaque ombre, même parmi les membres de sa propre famille. Il savait que Germanicus et Agrippine étaient profondément aimés des légions et du peuple, ce qui les rendait incroyablement dangereux à ses yeux, éclipsant sa propre autorité impériale. L'empereur considérait leur influence croissante comme une menace directe pour son propre règne et la prétention de sa famille au trône, croyant qu'il le minait. Il croyait sincèrement qu'il voulait prendre son pouvoir, même s'il y a peu de preuves que Germanicus et Agrippine aient réellement comploté contre lui. Leur simple existence, leur vertu et leur popularité suffisaient à faire de Tibère les voir comme une menace, alimentant ses sombres soupçons. Ainsi, alimenté par la suspicion et la malice, il commença à agir subtilement puis ouvertement contre eux,
déclenchant une chaîne d'événements terribles qui dévasteraient le monde du jeune Caligula. Le naissendus jeune Caligula, le garçon innocent aux petites bottes, a vu sa famille subir des choses vraiment terribles, assistant à la chute de leur puissante position. Il a vu son père bien-aimé, Germanicus, mourir mystérieusement en Orient, loin de Rome, dans des circonstances qui soulevaient de nombreuses questions. Des rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre à travers l'Empire selon lesquelles il aurait été empoisonné. Et beaucoup pointaient du doigt l'empereur Tibère, ou du moins son entourage, suggérant un cruel assassinat politique. La mort de Germanicus fut un coup terrible pour Rome, et surtout pour le jeune Gaius, qui perdit son père héroïque bien trop tôt, une perte profonde. Puis, sa courageuse mère, Agrippine, et ses frères aînés subirent des châtiments cruels et injustes, dépouillés de leur honneur et de leur liberté. Ils furent accusés de trahison, une accusation montée de toutes pièces, souvent utilisée pour éliminer les rivaux politiques et faire taire l'opposition à Rome. Agrippine, femme fière à l'esprit inflexible, refusa d'être réduite au silence, ce qui ne fit qu'irriter davantage Tibère, la transformant en une cible encore plus grande. Elle fut exilée sur des îles solitaires, dépouillée de sa dignité et de sa liberté, et lentement laissée mourir de faim, une faim brutale et prolongée pour une figure si éminente et petite fille d'Auguste. Caligula fut témoin de toute cette douleur, de cette destruction et de ces brutales manœuvres politiques. Chaque détail terrible étant gravé dans son jeune esprit. Il a vu sa famille, autrefois si fière, puissante et admirée, entièrement brisée et détruite par la cruauté calculée et la persécution implacable de l'empereur. Cette période n'était pas seulement triste. Elle fut profondément traumatisante, façonnant son jeune esprit d'une manière que personne n'aurait pu comprendre à l'époque, laissant de profondes cicatrices. Cette période terrible et sombre enseigna à Caligula une leçon dure et impitoyable sur le pouvoir et la survie à Rome. Des leçons qu'il n'oublierait jamais. Il apprit que pour survivre, il devait cacher ses véritables sentiments, masquer sa haine, son chagrin et sa peur derrière une façade impénétrable. Il devait montrer une loyauté et un accord absolu envers l'empereur, même lorsque son cœur était rempli d'un désir ardent de vengeance et d'une immense tristesse pour sa famille perdue. Il devint un maître dans l'art de jouer un rôle, affichant un visage courageux, un sourire charmant et une attitude obéissante, tandis que son monde entier s'effondrait autour de lui, dévoré par la paranoïa impériale. Il devait faire semblant d'être un garçon ordinaire et inoffensif, surveillant attentivement chacun de ses pas et chacun de ses mots, constamment sur ses gardes contre la suspicion. Pourrait-il vraiment échapper au même sombre destin qui avait déjà emporté tant de ses proches, un destin qui semblait planer sur lui? Cette question glaçante le hantrait, devenant une ombre constante sur sa jeunesse, dictant chacun de ses gestes et de ses pensées. Quand il n'avait que 18 ans, Caligula se retrouva à vivre sous l'œil constant et vigilant de l'empereur Tibère lui-même. Il fut envoyé vivre avec le vieil empereur, de plus en plus cruel, sur l'île isolée et magnifique de Capri, loin du cœur de Rome et de tout allié potentiel. Une expérience véritablement isolante. Ce n'était pas un séjour agréable, mais une cage dorée, une prison luxueuse où la liberté n'était qu'une illusion et la mort une menace constante. Chaque jour sur Capri était une épreuve de survie, un dangereux jeu du chat et de la souris joué à la cour de l'empereur. Il devait être incroyablement prudent avec chaque mot qu'il prononçait, chaque expression sur son visage et chaque geste qu'il faisait, sachant qu'il était toujours observé. Tibère n'était pas seulement rusé. Il était aussi profondément cruel. On le disait impliqué dans des activités sombres et troublantes sur son île isolée, alimentant davantage la terreur et la méfiance de Caligula. Caligula savait, avec une certitude glaçante, qu'un faux pas
un regard imprudent, un moment de faiblesse pourrait signifier sa propre mort rapide et brutale, tout comme celle de sa famille avant lui. Il apprit à être d'une patience infinie, à observer les humeurs et les méthodes de Tibère avec une attention aiguë, disséquant chaque ordre impérial et chaque regard, et à attendre, silencieusement, son opportunité d'émerger de l'ombre du vieil empereur. Cette période fut sa sombre université, lui enseignant les voies impitoyables et souvent horrifiantes du pouvoir impérial et de la ruse. Enfin, après de longues et terribles années, le vieil empereur haï Tibère mourut, mettant fin à une sombre période de tyrannie. Cette nouvelle fut accueillie à Rome par une vague d'immense soulagement et une joie discrète. Un soupir collectif de libération face à son règne oppressif. Beaucoup étaient plus qu'heureux de le voir partir, désireux d'une nouvelle ère de paix et de stabilité, loin de son règne tyrannique et de la peur étouffante qu'il inspirait. Tibère disparut, Caligula, dernier héritier mâle survivant de sa célèbre famille, accéda rapidement au pouvoir, tel un phénix renaissant des cendres de la tragédie familiale. Il fut non seulement accueilli, mais célébré comme le nouvel empereur par une Rome pleine d'espoir, impatiente et épuisée, désespérée de changement. La ville avait souffert de la paranoïa et de la cruauté de Tibère et aspirait à un avenir meilleur. Le peuple croyait qu'il mettrait fin à ces années sombres et terrifiantes, restaurerait la justice et la bienveillance dans l'Empire. Il le voyait comme une bouffée d'air frais, un jeune leader dynamique et prometteur, prêt à restaurer la gloire perdue de Rome et à ramener les jours fastes de l'ère augustéenne. Leurs attentes étaient incroyablement élevées pour leurs nouveaux dirigeants. Les premiers actes de Caligula, en tant qu'empereur, semblèrent donner glorifiquement raison à tous, confirmant leurs espoirs et leurs rêves d'un avenir meilleur. Il mit immédiatement fin aux injustes procès pour trahison que Tibère avait si souvent utilisés pour réduire au silence ses ennemis et semer la peur dans tout l'Empire. Ces procès avaient semé la terreur et la méfiance dans toute la ville, poussant les gens à craindre jusqu'à leur propre ombre. Y mettre fin fut un immense soulagement pour tous, un véritable signe de sa compassion. Il fit également preuve d'une immense générosité envers le peuple, gagnant instantanément les cœurs et s'assurant leur loyauté. Il leur donna de l'argent, distribua du grain pour nourrir les masses affamées et organisa des jeux publics spectaculaires qui ramenèrent à revenir la joie dans la ville. Il ressuscita les combats de gladiateurs divertissants, les courses de chars palpitantes et les grandes représentations théâtrales qui avaient été limitées ou absentes sous le règne sombre du précédent empereur, remplissant à nouveau Rome de divertissements vibrants. Plus important encore, il honora publiquement sa famille défunte avec une grande révérence et respect, corrigeant les injustices du passé. Il fit ramener leurs dépouilles à Rome lors de magnifiques processions, leur offrant des sépultures décentes et des honneurs publics qui leur avaient été refusés pendant des années sous le règne cruel de Tibère. Cet acte toucha profondément le cœur de nombreux Romains, qui se souvenaient encore du bien-aimé Germanicus et d'Agrippine avec beaucoup d'affection et de tristesse. La ville entière acclama son nouveau et jeune dirigeant, le considérant comme un souverain compatissant, juste et bienveillant, qui se souvenait des erreurs du passé et cherchait à les réparer. Son règne commença avec une immense popularité, une bienveillance écrasante et un espoir illimité d'un avenir radieux pour lui-même et pour tout l'Empire romain. Mais, hélas, ce merveilleux début, rempli de tant de promesses et d'énergie positive, ne durerait pas longtemps. Une ombre sombre était sur le point de tomber, menaçant d'engloutir son règne. Puis, une maladie soudaine et terrible frappa Caligula, sans crier gare, le plongeant dans une lutte à mort. Il devint très, très malade.
si mal que beaucoup, y compris ses médecins et conseillers les plus proches, pensèrent qu'il allait sûrement mourir, craignant la fin de son règne prometteur. L'Empire entier retint son souffle, craignant le pire, se souvenant de l'instabilité qui suivait souvent la mort d'un empereur et le potentiel de chaos. Alors qu'il était alité, proche de la mort, des hommes puissants autour de lui commencèrent à murmurer et à comploter, leurs ambitions cachées remontant à la surface. Des sénateurs, des chefs militaires de la puissante garde prétorienne et même des membres de sa propre cour impériale commencèrent à élaborer des plans secrets, prêts à agir en cas de sa disparition perçue. Ils y voyaient une occasion en or de s'emparer du pouvoir, de façonner l'avenir de Rome à leur guise et peut-être d'installer un souverain fantoche. Mais contre toute attente, Caligula se rétablit lentement, douloureusement, de sa maladie, s'accrochant à la vie avec une volonté incroyable. Il retrouva peu à peu ses forces. Mais cette expérience l'avait changé à jamais, profondément dans son esprit et son âme, laissant une marque indélébile. Il savait désormais, avec une certitude absolue, l'existence des complots contre lui, des gens qui lui souhaitaient secrètement la mort, prêts à fondre sur sa faiblesse au moindre faux pas. Cette maladie terrifiante et la trahison manifeste qu'elle avait révélée devinrent un tournant critique dans son règne et sa personnalité. Le jeune empereur chaleureux et confiant avait disparu, remplacé par un souverain méfiant, craintif et de plus en plus impitoyable. Il agit rapidement contre ceux qui avaient montré leur vraie couleur, les dépouillant de leur pouvoir, de leur richesse, ou même les exécutant sans pitié pour envoyer un message clair. Le masque de gentillesse tomba, remplacé par un regard dur et calculateur qui ne voyait que des menaces. Peu après, une autre tragédie, tout aussi dévastatrice, frappa la vie de Caligula, le touchant plus durement que n'importe quelle trahison politique. Sa sœur la plus aimée, Drusilla, mourut très soudainement, sans avertissement, intensifiant son chagrin et son sentiment d'isolement. Drusilla était sa préférée, plus proche de lui que quiconque au monde. Et sa mort lui brisa complètement le cœur, le plongeant dans un abîme de chagrin et de désespoir qui semblait ne pas avoir de fin. Il la pleura profondément, ordonnant à tout l'Empire d'observer une période de silence profond et de deuil public, sans précédent pour une non-impératrice. Il l'honora comme une déesse, lui accordant des rites religieux spéciaux et un culte public, allant même jusqu'à lui dédier des temples à sa mémoire. Il alla jusqu'à la nommer être divin, un honneur rare et extraordinaire, habituellement réservé aux empereurs défunts eux-mêmes, montrant la profondeur de sa dévotion. Cet acte fut considéré par beaucoup comme très inhabituel, presque excessif, provoquant des murmures sur sa santé mentale. Son esprit était-il vraiment brisé par ce chagrin intense, combiné aux blessures encore fraîches de la trahison et de la peur? Ou était-il confronté à de nouveaux dangers invisibles qui le poussaient à agir de manière étrange, imprévisible, le menant aux extrêmes pour se protéger? La douleur accablante de la perte de Drusilla, associée au complot précédent contre sa vie, le poussa de plus en plus loin dans un état d'esprit sombre, instable et imprévisible, le laissant se sentir complètement isolé. Bientôt, de nouveaux complots contre Caligula commencèrent à se former, comme des champignons vénéneux poussant dans les recoins sombres et cachés du palais. L'air à Rome s'épaissit de suspicion, de peur et de murmures de conspiration, créant une atmosphère étouffante de méfiance. Cette fois, les conspirations étaient encore plus proches, frappant au cœur même de sa famille et de son cercle de confiance. Même ses autres sœurs et certains de ses amis les plus proches étaient impliqués dans ces nouveaux et dangereux complots, érodant davantage sa confiance. Il prévoyait secrètement de le destituer,
le croyant peut-être réellement fou et inapte à régner après la déification de Drusilla, ou voulant simplement plus de contrôle et d'influence pour eux-mêmes. Caligula, encore sous le choc de la mort de Drusilla et de sa propre maladie presque fatale, se sentait complètement entouré d'ennemis, une figure solitaire combattant une armée invisible. Il ne pouvait faire confiance à personne, pas même à ceux qu'il chérissait autrefois, confirmant ses peurs les plus profondes. L'empereur riposta avec une force brutale et terrifiante contre ces nouvelles trahisons, agissant avec une cruauté rapide et décisive. Il n'hésita pas, agissant avec rapidité et sans pitié. Ceux qui furent trouvés en train de comploter contre lui furent rapidement exécutés, leur vie s'achevant vite et violemment, souvent sans procès équitable. Il en fit des exemples pour semer la peur et prévenir de nouvelles tentatives contre lui. Ses propres sœurs, qui avaient conspiré contre lui, furent renvoyées de Rome en disgrâce, bannies de la cour impériale et de la vie publique. Elles furent exilées sur des îles lointaines, dépouillées de leur pouvoir, de leur richesse et de leur statut impérial, leurs vies changées à jamais. Caligula ressentit une trahison profonde et brûlante, non seulement de la part des familles les plus puissantes de Rome, mais même de son propre sang, confirmant ses plus sombres soupçons à l'égard de tous ceux qui l'entouraient. Cette menace constante pour sa vie, venant de toutes parts et de toutes directions, l'endurcit complètement, le transformant en un souverain formidable et redoutable. Cela le rendit plus impitoyable, plus méfiant et moins indulgent que jamais, son humanité semblant s'éroder à chaque acte de trahison. Il croyait sincèrement que la seule façon de survivre, la seule façon de conserver son pouvoir dans un monde si perfide, était de faire preuve d'un pouvoir absolu et incontestable et d'écraser toute opposition sans pitié ni hésitation. La clémence, avait-il appris, était une faiblesse qui pouvait lui coûter la vie. Pour montrer à tous, et surtout aux fiers et puissants sénats romains, qui étaient véritablement aux commandes, Caligula commença à les humilier et à les rabaisser publiquement de diverses manières choquantes. Ces sénateurs, qui se considéraient comme l'élite de Rome, la véritable épine dorsale de la République, qui était désormais un empire, devinrent des cibles fréquentes de son comportement étrange et choquant. Il les traitait avec un mépris et un ridicule ouvert, leur ôtant leur dignité et défiant leur autorité. Il les faisait souvent attendre des heures devant sa porte, refusant de les voir ou les forçait à accomplir des tâches humiliantes, qui étaient bien en dessous de leur statut et offensaient leur fierté aristocratique. L'une des histoires les plus célèbres raconte comment il fit de son cheval de course préféré, Incitatus, un prêtre, accordant à l'animal un honneur normalement réservé aux citoyens les plus respectés. Il alla même jusqu'à plaisanter ouvertement sur le fait de faire du cheval un consul, l'une des positions les plus élevées et les plus sacrées de toute Rome. Une insulte profonde. Était-ce vraiment de la folie, les actions d'un esprit dérangé et instable, perdu dans les affres de la démence? Ou était-ce une manière astucieuse, choquante et profondément calculée de rappeler aux fiers sénateurs conspirateurs son pouvoir absolu et total sur eux, une démonstration qu'il pouvait défier toutes les normes? En les humiliant, en traitant leurs institutions estimées avec un tel manque de respect manifeste, il leur montrait clairement que leur autorité, leur tradition, leur importance même, ne signifiaient rien comparés à sa volonté. Il leur montrait qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient et qu'ils ne pouvaient rien faire pour l'arrêter, un message puissant. C'était un survivant, utilisant le choc comme une arme pour maintenir le contrôle dans un monde dangereux. À quel moment de la journée regardez-vous cette vidéo? Le matin, l'après-midi ou le soir? Commentez ci-dessous et dites-nous. Cela nous aide à mieux comprendre notre incroyable public des 4 coins du monde.
Cela nous permet aussi de savoir quand vous êtes le plus intéressé par la découverte de ces profonds mystères historiques. La méfiance de Caligula grandissait et s'assombrissait chaque jour, telle une plaie purulente qui ne guérissait pas, répandant son poison dans son esprit. Il se sentait totalement isolé, piégé et entouré d'ennemis, visibles et invisibles. Il commença à soupçonner tout le monde, du plus humble serviteur qui lui apportait sa nourriture au sénateur le plus puissant qui s'inclinait devant lui. La peur constante érodait sa capacité à distinguer ses amis de ses ennemis, faisant de chaque interaction une menace. Même ses propres gardes impériaux, les prétoriens et ses plus proches conseillers, censés le protéger, commencèrent à ressentir sa colère imprévisible et vécurent dans la terreur. Il vivait dans une peur constante, ne sachant jamais quand il pourrait devenir sa prochaine cible, quand une remarque désinvolte ou une offense perçue pourrait entraîner leur chute et leur exécution. Ou peut-être que certains d'entre eux voyaient sa paranoïa croissante et sa nature imprévisible comme une dangereuse opportunité pour leur propre avancement. Ils auraient pu croire qu'un empereur véritablement instable pourrait être facilement destitué, ouvrant la porte à de nouvelles luttes de pouvoir et à de nouvelles opportunités pour eux-mêmes. L'atmosphère dans le palais impérial devint lourde de tensions, de suspicions, de complots murmurés et d'ambitions cachées. Cela créa la tempête parfaite et étouffante pour sa chute éventuelle et violente, une culmination d'années de peur et de méfiance. Un nouveau complot, redoutable, contre Caligula commença à prendre forme, né d'un profond ressentiment et d'un besoin désespéré de changement. Cette fois, il était mené par Cassius Chaerea, un tribun militaire, un officier respecté au sein de la puissante garde prétorienne, un homme connu pour son intégrité et son courage. Chaerea était un soldat aguerri, expérimenté et honorable, réputé pour sa bravoure au combat et sa nature disciplinée. Il prenait ses devoirs militaires très au sérieux et jugeait le comportement de l'empereur offensant. Mais Caligula se moquait souvent de lui, l'humiliant publiquement par de cruelles plaisanteries sur sa voix prétendument efféminée ou en raillant son courage, lui donnant même des mots de passe ridicules pour la garde. Ces insultes publiques constantes couvraient Chaerea, un fier soldat, d'une profonde honte et alimentaient une colère brûlante en lui, transformant sa loyauté en une haine amère. Il ne supportait plus le ridicule de l'empereur et estimait que son honneur exigeait une action. Chaerea réunit un groupe de sénateurs et de gardes puissants qui, eux aussi, craignaient ou haïssaient Caligula pour leurs propres raisons, partageant un ennemi commun. Certains craignaient pour l'avenir de Rome sous un souverain imprévisible, s'inquiétant de la stabilité de l'Empire. D'autres cherchaient à se venger personnellement de torts passés ou désiraient plus de pouvoir pour eux-mêmes, y voyant une opportunité de s'élever. Tous convinrent que l'empereur devait être arrêté, que son règne de terreur devait prendre fin pour le bien de l'Empire, se persuadèrent-ils. Le complot fut minutieusement et secrètement planifié, de nombreuses figures puissantes s'y joignant, chacune avec ses propres griefs et ambitions, leurs secrets farouchement gardés. Ils croyaient qu'en éliminant Caligula, non seulement ils sauveraient Rome de son règne erratique et de plus en plus cruel, mais ils rétabliraient également la stabilité de l'Empire, ramenant un sentiment d'ordre. Tout était désormais prêt pour une fin violente et sanglante, un dénouement inévitable à des années de ressentiment couvant. Le 24 janvier 41 après J.C., le complot atteignit finalement sa conclusion tragique et brutale, changeant à jamais le cours de l'histoire romaine. Caligula marchait dans un passage secret de son palais impérial, un couloir étroit et silencieux qui le menait loin des zones publiques principales, un endroit où il se sentait momentanément en sécurité. Il était en chemin pour voir de jeunes acteurs répétés pour une représentation à venir. C'était un moment où il n'était pas entouré de toute sa garde imposante, ce qui le rendait vulnérable. Les conspirateurs lui tendirent une embuscade dans ce couloir étroit, surgissant des ombres,
le visage sombre et déterminé. Cassius Chaerea lui-même, poussé par un désir ardent de vengeance et le bien perçu de Rome, porta le premier coup, un moment de justice rapide et brutale à ses yeux. Caligula fut poignardé à plusieurs reprises. Tombant au sol lors d'une attaque brutale, rapide et sans merci, sa vie s'écoulant dans le passage faiblement éclairé. Son règne, qui avait commencé avec tant d'immenses espoirs et de promesses, s'acheva par une mort sanglante, violente et soudaine dans un passage caché du palais. Mais l'horreur et la violence ne s'arrêtèrent pas là. Les conspirateurs poursuivirent leurs actes monstrueux. Alimentés par un mélange de peur, de colère et un désir désespéré d'effacer toute trace de l'empereur fou, ils assassinèrent également brutalement l'épouse de Caligula, Caesonia. C'était une femme qui était restée à ses côtés, même dans ses moments les plus sombres, l'aimant malgré ses cruautés. Et elle connut elle aussi une fin tragique et injuste, souffrant pour ses actes. Et dans un acte véritablement choquant et monstrueux, sa fille innocente et infantile, Julia Drusilla, fut également tuée, sa jeune vie éteinte sans merci. Il voulait s'assurer qu'aucun héritier, aucun vengeur potentiel ne subsistait pour contester leurs actions ou revendiquer le trône à l'avenir, éradiquant complètement sa lignée. Ce fut un acte froid et calculé d'une cruauté extrême, montrant la profondeur de leur haine et de leur peur, une annihilation complète de sa famille. Pendant des centaines d'années après sa mort, on ne se souvint de Caligula que comme d'un fou, d'un monstre, un nom prononcé avec dégoût et crainte. Les livres d'histoire le dépeignaient comme fou. Un souverain cruel et totalement dément qui se délectait de la torture, d'actes bizarres et d'humiliations publiques, sans jamais remettre en question le récit. Des histoires de lui faisant de son cheval un sénateur, de ses relations incestueuses et de son désir de se déclarer un Dieu vivant furent racontées encore et encore, chaque fois plus exagérées et sensationnalistes. Il était présenté comme l'exemple ultime d'un mauvais empereur, un tyran terrifiant mu uniquement par la folie et le mal, un récit édifiant pour tous les futurs dirigeants et un avertissement contre le pouvoir absolu. Cette image horrible d'un tyran déchaîné et sanguinaire se fixa fermement dans l'esprit des érudits, des écrivains et du peuple, transmise de génération en génération. Cette vision majoritairement négative fut transmise à travers les siècles, presque entièrement incontestée, façonnant notre compréhension de son règne. Mais aujourd'hui, les historiens modernes portent un regard nouveau, beaucoup plus attentif, sur Caligula, animé par le désir d'une vérité plus complète. Ils passent soigneusement au crible d'anciens textes, trouvent de nouvelles preuves et réexaminent les sources existantes avec un œil critique, remettant en question les préjugés des écrivains anciens qui avaient souvent leurs propres agendas politiques. Ils commencent à percevoir une vérité différente, plus complexe, contestant le simple récit de pure folie et révélant une histoire nuancée. Ces historiens suggèrent que Caligula n'était pas seulement un fou, mais un leader intelligent et rusé, bien que profondément marqué et traumatisé par son passé horrible, plein de pertes et de trahisons. Sa folie, affirme-t-il, était souvent une performance, un spectacle choquant et délibérément provocateur, conçu pour lutter contre un Sénat corrompu, puissant et constamment comploteur, ainsi que d'autres ennemis puissants au sein de l'élite romaine, un acte désespéré de survie. Il a appris à jouer un rôle, à paraître imprévisible, à garder ses ennemis constamment dans l'incertitude et sur le qui-vive. Il utilisait des actions extrêmes et imprévisibles, non par pure folie, mais pour effrayer ceux qui complotaient contre lui, pour leur rappeler son pouvoir absolu et terrifiant.
et pour les maintenir en déséquilibre. C'était un survivant, endurci par des années passées à voir sa famille détruite, qui avait appris à être absolument impitoyable dans le monde féroce de la politique romaine, où la faiblesse signifiait la mort. Il a compris que parfois, pour survivre, il fallait jouer le rôle d'un monstre terrifiant et imprévisible, même si cela signifiait sacrifier sa réputation. Il ne régna que 4 courtes années, une période brève mais incroyablement marquante qui laissa une empreinte durable sur l'histoire et la mémoire romaine. Son histoire, lorsqu'elle est examinée de près, est bien plus complexe et nuancée que les simples récits de folie qui ont dominé l'histoire si longtemps, révélant des couches de tragédie humaine. Caligula, d'une certaine manière, était un miroir puissant et dérangeant, reflétant les peurs les plus sombres de Rome, sa corruption profondément enracinée et sa soif incessante de pouvoir absolu, exposant la nature de l'ambition impériale. Sa véritable histoire est encore en train d'être mise au jour, révélant des strates de jeux politiques intenses, de profonds traumatismes personnels, une lutte désespérée pour la survie et l'impact profond des trahisons constantes qui l'ont façonné. Cela nous force à nous interroger sur qui écrit l'histoire et pourquoi. Et quelle vérité pourrait être cachée sous la surface des récits communément acceptés. Cela nous encourage à regarder au-delà des étiquettes faciles. Si vous étiez à la place de Caligula, face à des trahisons constantes de toutes parts, même de votre propre famille, auriez-vous pu faire confiance à qui que ce soit? Oui ou non? Dites-moi ce que vous en pensez honnêtement dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis d'entendre votre point de vue sur cette question incroyablement difficile de confiance et de survie dans un monde dangereux. Aidez-nous à atteindre les 1000 abonnés, afin que davantage d'histoires cachées comme celle de Caligula, des histoires qui remettent en question notre compréhension de l'histoire, puissent être découvertes et partagées avec un public plus large. Votre soutien, votre curiosité et votre engagement comptent énormément pour nous, et nous vous en sommes reconnaissants. Son règne ne se résumait pas à une simple folie. Ce fut un miroir puissant et sombre, reflétant les peurs les plus profondes de Rome et sa soif insatiable de pouvoir. Les murmures et les rumeurs de sa folie, habilement propagées par ses ennemis, cachaient une vérité plus profonde, bien plus glaçante, sur le cœur corrompu et perfide de l'Empire lui-même. Une vérité que de nombreux Romains puissants voulaient m'être garder enfouie. Si cette réévaluation historique choquante de Caligula vous a surpris et fait voir les choses différemment, aidez-nous à atteindre notre objectif de 1000 abonnés en cliquant sur le bouton d'abonnement dès maintenant. De plus, aimez cette vidéo pour aider plus de personnes à découvrir ces histoires complexes et inédites de notre passé. Dites-moi dans les commentaires, quelle autre vérité cachée ou histoire réévaluée d'un souverain historique vous aimeriez que nous découvrions ensuite?